à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme, le Call Actu et on reviendra sur cette toute première tentative de lancement pour le Royaume-Uni depuis son propre territoire. Un échec réalisé avec Virgin Orbit. On parlera aussi du Maroc qui affiche de nouveau ses ambitions en matière de satellites d'observation et de surveillance. Et puis on reviendra sur le CES de Las Vegas avec Maxime Puteaux d'Euroconsul qui sera en ligne pour le Call Actu et qui nous parlera de constellations reliées directement à notre smartphone. On va éclaircir le sujet ensemble. Et puis dans le Space Talk, nous recevons Johan Leroy. C'est la toute première apparition télé du président exécutif de la filiale MySpace, filiale d'Ariane Group, qui doit mettre au point un petit lanceur réutilisable et compétitif. Beaucoup d'enjeux sur les épaules de cette toute jeune entreprise. Nous ferons ensemble le tour de ces enjeux dans notre Space Talk. Voilà pour le programme. On démarre avec l'actualité dans Smart Space. La toute première mission spatiale lancée depuis le sol britannique est soldée par un échec cette semaine, lundi 9 janvier, en raison d'une anomalie. La fusée de 21 mètres qui a décollé de l'aéroport de Newquay, dans le sud-ouest de l'Angleterre, prévoyait la mise en orbite de 9 satellites. C'est le Boeing 747 de Virgin Orbit qui transportait cette fusée. En cas de réussite, le Royaume-Uni serait devenu le 9e pays capable de mettre en orbite des satellites, 9e pays au monde. Si l'avion a bien été libéré, la fusée, elle n'a pas pu rejoindre son orbite à cause d'une anomalie qui n'a pas depuis été précisée par Virgin Orbit ni le Royaume-Uni. Alors dans le passé, pourtant, Virgin Orbit qui offre un service de lancement spatiaux pour des satellites entre 300 et 500 kilos, a déjà réussi ses mises en orbite d'autres fusées depuis des avions, puisque c'est un concept propre à cette société. Aucune date aujourd'hui n'est encore fixée pour une nouvelle tentative, mais l'Angleterre ne verra certainement pas ses ambitions à la baisse. Outre le spaceport des Cornouailles, le Royaume-Uni souhaite ouvrir une base spatiale à Sutherland, dans le nord de l'Écosse, et une autre sur l'île des Shetland. Selon un communiqué du gouvernement écossais début janvier, des lancements sont prévus depuis ces deux bases dans les prochains mois. Autre actualité, le Maroc qui aurait décidé de lancer des satellites d'observation supplémentaires dans l'espace. Selon un site d'information israélien, le pays aurait déjà sélectionné un petit nombre d'entreprises pour étudier le projet dans le cadre d'un appel d'offres. À ce jour, le Maroc dispose déjà de 2 satellites espions électro-optiques de fabrication française qui sont en orbite et qui sont dénommés Mohamed 6 A et B, conçus par Thales Alenia Space et Airbus. L'un a été lancé en 2017 et l'autre en 2018. Ces 2 satellites, appelés les yeux du Maroc, permettent au pays de surveiller ses frontières et l'activité des pays frontaliers. Des satellites supplémentaires permettraient donc au Maroc d'augmenter ses capacités de défense et d'observation dans l'espace. Du 5 au 6 janvier se tenait le CES de Las Vegas. Vous avez certainement pu suivre le sujet dans Smart Tech, l'émission présentée par Delphine Sabatier sur Bismart. Alors ce rendez-vous tech international réunissait aussi quelques acteurs du spatial. Assez peu en réalité, aucune délégation, par exemple, aucune entreprise dans la délégation France Business n'était présente, mais quelques startups comme Unistellar ou encore Geoflex y étaient de leur propre chef. Le spatial, pourtant, était bien au cœur des conversations, notamment en matière de constellation. Et ce sont les géants de la tech qui se sont emparés du sujet. Nous avons Maxime Puteaux, spécialiste des lanceurs chez Euroconsul, qui est en ligne avec nous. Bonjour Maxime, vous êtes un petit peu penché sur ce sujet. On a parlé de constellation direct to phone. Alors qu'est-ce que c'est ça précisément ? Eh bien, Cécilia, les constellations de direct to phone, c'est un petit peu le Graal qui permettrait de connecter le monde du satellite au monde de la téléphonie mobile. Car aujourd'hui, pour être connecté à des satellites, il faut des terminaux spécialisés. Et avec ces nouveaux projets de direct to phone, donc on a des satellites un petit peu particuliers qui nous permettent de nous connecter directement avec nos smartphones existants, sans modification et sans appareil supplémentaire, ce qui nous permettrait en théorie d'avoir une connectivité globale partout, tout le temps, simplement avec nos smartphones, même quand on n'a pas de couverture de réseau terrestre. Ça paraît assez fou pour projet, mais ça reste dans la suite logique d'augmenter la connectivité au niveau mondial. Alors, on a eu droit à une première annonce importante sur le sujet au CES. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Tout à fait. Le fabricant de composants Qualcomm a annoncé un nouveau processeur et Qualcomm est un acteur majeur dans l'industrie des smartphones puisqu'il équipe la majorité des fabricants à l'exception d'Apple. Et ce nouveau processeur permettrait de connecter directement les satellites au téléphone et avec des échanges pour l'instant uniquement sur des SMS. Sans appareil spécifique. Et ça, c'est une vraie révolution, puisqu'aujourd'hui, seul Apple a annoncé à déployer un système avec ses iPhone 14 qui ne permet que d'envoyer des messages d'urgence très basiques. On n'est pas encore sur une connectivité telle qu'on la connaît sur le réseau terrestre, mais c'est intéressant. Apple arrive avec des messages d'urgence. Qualcomm va permettre aux fabricants de téléphones Android des messages SMS à double canal, d'en envoyer, d'en recevoir, et peut-être qu'un jour, on aura davantage de services. C'est un pas de plus pour les géants de la tech comme Apple, vous l'avez cité, dans le secteur spatial ? Tout à fait, puisque Apple a quasiment investi 400 millions de dollars dans une constellation qui s'appelle Global Star, qui est une constellation existante, mais ils ne sont pas les seuls. Huawei s'est rapproché du gouvernement chinois avec la satellite Beidou de navigation pour envoyer également des messages. T-Mobile, qui est un très gros opérateur en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, s'est allié avec Starlink pour fournir la même chose. Et on compte à peu près aujourd'hui 10 opérateurs de téléphonie globale entrer en partenariat avec des opérateurs de satellites, soit existants, soit émergents, pour fournir cette connectivité globale. Il y a une nouvelle course à la connectivité grâce au smartphone. Merci Maxime Puteaux d'avoir pris le temps de nous donner quelques informations sur ce sujet assez important. On reviendra sur ce sujet en plateau dans les prochaines semaines. On continue avec une toute dernière actualité avant de passer à votre Space Talk. La comète C 2022 E3. Alors le nom est compliqué mais vous le retiendrez certainement très vite car elle va visiter le ciel pour la première fois en 50 000 ans. Venue des confins du système solaire, elle passe en ce moment même au plus près du Soleil pour être visible à l'œil nu fin janvier. Le petit corps rocheux et glacé dont le diamètre est estimé à environ 1 km a été découvert en mars 2022 par un programme de relevé astronomique en Californie. Pensez donc à lever la tête entre le 2 et le 3 février prochain pour avoir une chance d'observer cet événement rarissime. On revient sur Terre et on enchaîne avec notre Space Talk sur Bismart. Dévoilée en novembre 2021 par Bruno Le Maire sur le site historique d'Ariane Group à Vernon, la start-up Maya Space incarne un nouveau visage du géant spatial Ariane Group. C'est beaucoup d'enjeux pour une jeune pousse qui s'inscrit dans un écosystème de plus en plus concurrentiel. Alors pour en parler, nous avons avec nous le président exécutif de Maya Space, Johan Leroy. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci. Alors d'abord peut-être qu'on peut... On peut échanger ensemble sur votre parcours. Moi, j'aimerais bien c'est pas la première fois que vous travaillez dans le spatial. En réalité, vous avez un parcours de longue date, en particulier chez Eutelsat. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça ? Ça fait effectivement un petit peu plus de 10 ans que je suis tombé amoureux de cette industrie. J'ai rejoint Eutelsat en 2010. Eutelsat est le premier opérateur de télécommunications par satellite en Europe. J'y ai occupé différentes fonctions, dont principalement celle de directeur technique et de directeur général délégué. Mais mon exposition au spatial ne se limitait pas ou ne se limite pas aux responsabilités que j'ai occupées chez Eutelsat, puisque depuis plusieurs années, je suis aussi administrateur indépendant de plusieurs startups du New Space, dont Exotrail. D'accord, ce qui explique finalement que vous en arriviez à arriver dans ce poste qui est un peu un profil hybride, finalement. Effectivement, je pense que cette hybridité de mon parcours, le fait d'avoir travaillé à la fois chez un acteur qu'on peut considérer comme un acteur historique du spatial européen, Eutelsat, mais aussi de m'être confronté, de m'être frotté à des nouvelles méthodes d'appréhender le spatial, les nouveaux modèles économiques. C'est un atout pour Maya Space et pour le développement d'une start-up dans ce secteur en pleine transformation. C'est vrai qu'il faut dire que Exotrail, par exemple, est
un vrai succès pour l'instant. C'est donc la start-up, pour ceux qui l'auraient oublié, qui est en train de mettre au point un Space Van, entre autres solutions dans l'espace, cofondée par David Henry et Jean-Luc Maria. Alors, on peut parler un petit peu de Maya Space, parce qu'on est là pour ça aujourd'hui, pour comprendre ce que vous proposez. La promesse technologique est assez claire, développer un lanceur réutilisable, basé aussi sur des technos développés par Ariane Group. Oui, et c'est bien que vous insistiez là-dessus, et je pense que c'est un des facteurs de succès de la société. Nous n'avons pas l'ambition de réinventer la roue. Notre conviction, c'est que la bonne manière de réussir, c'est de savoir combiner le mieux possible le meilleur de deux mondes, le meilleur du monde des acteurs préexistants, des acteurs historiques du spatial, au premier rang desquels Ariane Group, la maison mère de Maya Space, mais de l'autre aussi le monde des acteurs du New Space, des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux modes, des nouveaux business models. Et donc c'est en s'appuyant en quelque sorte sur des technologies qui sont en réalité en développement depuis bien avant la création de la société. Alors par exemple, est-ce qu'on peut les citer? Effectivement, vous citez ce modèle hybride qui va être très intéressant, on va revenir là-dessus, mais technologiquement, on parle de quoi? Alors il y a Themis, il y a Prometheus, est-ce qu'on peut revenir là-dessus un instant? Effectivement, donc notre lanceur sera équipé de 4 moteurs Prometheus. C'est un lanceur biétage avec 3 moteurs Prometheus pour l'étage principal, un moteur Prometheus un peu adapté pour le second étage. Et par ailleurs, notre premier étage, qui sera la partie de notre lanceur qui sera réutilisable, sera dérivé du démonstrateur Themis. Ces deux programmes, le programme Prometheus et le programme Themis, sont des programmes de développement pilotés par Ariane Group dans le cadre de l'Agence spatiale européenne. Donc une fusée réutilisable avec des moteurs, parce qu'on peut en dire un mot sur Prometheus. Qu'est-ce qui les rend si spéciaux, ces moteurs? C'est un moteur qui est déjà performant, à la fois en termes de performance intrinsèque, en termes de poussée, c'est 120 tonnes de poussée. C'est aussi un moteur qui peut être fabriqué grâce à l'impression 3D pour une fraction seulement du coût qui devait être engagé pour fabriquer les précédentes générations de moteurs. Et c'est un moteur dont la poussée est ajustable, variable, ce qui est évidemment indispensable pour pouvoir piloter le premier étage lors de sa récupération. De se réentrer dans l'atmosphère, c'est tout le sujet et la difficulté technologique de ce projet. Vous l'avez dit, il faut que les coûts soient réduits aussi parce qu'il doit être compétitif, donc réutilisable et compétitif. Maya Space doit cohabiter avec Ariane, c'est-à-dire que Maya, ce sera le nom de cette première fusée, va cohabiter avec Ariane 6, avec Vega C. Comment c'est pensé cet écosystème de fusées? Effectivement, on s'inscrit dans une logique de complémentarité. Il n'y a pas une solution unique qui permet de répondre à tous les besoins en matière de services de lancement. La vision je crois, qui fait consensus et qui est partagée au niveau de l'industrie, c'est qu'on a besoin en Europe non pas d'un lanceur unique, mais d'une gamme de différents lanceurs. Un lanceur petit, un lanceur moyen, un lanceur lourd. L'ambition de Maya Space, c'est d'occuper le segment lanceur petit et en même temps d'être le précurseur de la future famille des lanceurs européens grâce à l'introduction de technologies. On a parlé des technologies de la réutilisation en particulier qui ont vocation à être implémentées sur les futurs lanceurs moyens et lourds de la gamme européenne des lanceurs. Donc ce sera quand même un galop d'essai aussi, mais qui doit être une belle promesse commerciale quand même. Par rapport à Vega C, comment vous allez vous démarquer? C'est aussi un lanceur léger, Vega C, aujourd'hui. Alors, les performances de notre lanceur seront en deçà de celles de Vega C et de Vega E. L'ambition d'Avio, c'est de travailler sur une version plus performante de son lanceur, comme vous le savez. Donc, on s'inscrit en complémentarité. On est en dessous en termes de gamme de performance et on s'inscrit aussi délibérément dans l'avenir parce qu'on implémente des technologies qui sont
celles qui seront les enjeux, l'enjeu de la maîtrise de ces technologies, ce sera la clé du succès des décennies à venir en matière de services de lancement. L'enjeu de la maîtrise, c'est tout un sujet. On est obligé de se rappeler que VGAC a raté son lancement il y a quelques semaines pendant la période de Noël. Est-ce que ça fait partie du jeu quand on veut mettre au point des lanceurs comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut inquiéter quand on est MaiaSpace, filiale d'ANA Group, et qu'on développe une petite fusée? L'échec fait partie du travail. Cet échec qui est évidemment une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble de l'industrie européenne et de l'industrie tout court, nous rappelle que c'est compliqué de développer un lanceur. C'est pour ça en particulier que je considère que notre approche, qui consiste encore une fois à ne pas vouloir réinventer la roue, à ne pas chercher à repartir complètement d'une feuille blanche, c'est... le risque zéro n'existe pas, mais c'est une meilleure garantie que notre développement se passe sans encombre et qu'à la fin, on arrive avec un lanceur qui non seulement respectera les critères de performance et les critères de coût, mais aussi les critères de fiabilité qui sont évidemment indispensables pour nos clients. Vous arrivez dans un écosystème qui est de plus en plus concurrentiel aujourd'hui. On compte des myriades de startups qui veulent, elles aussi, développer leur lanceur réutilisable. On en a aussi pas mal en France, Aerospace, Latitude, pour ne citer que cela. Comment vous allez vous démarquer au milieu de ce marché-là? Et notamment en tant que filiale et non start-up? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que la compétition, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça nous interdit de nous endormir sur nos lauriers, ça nous force à être meilleurs, à aller plus vite, en comparaison avec certains des projets que vous avez cités. On peut apparaître comme étant en retard parce que la création de MaiaSpace a été plus tardive et plus récente que celle de tous ces différents projets, même si en réalité, si on regarde d'un petit peu plus près, c'est pas si clair que cela. Déjà, d'une part, on s'appuie sur des technologies. On a parlé de Prometheus et de Themis en particulier qui sont en développement depuis bien avant la création de MaiaSpace. Et puis aussi parce que MaiaSpace est en réalité la concrétisation d'un projet d'incubation qui a été mené au sein d'ArianeWorks, la plateforme commune entre Ariane Group et le CNES qui avait été créée de manière temporaire pour réfléchir à l'avenir des lanceurs. Comment est-ce qu'on se démarque des autres? On se démarque avec un design de lanceur assez différent qui va en réalité qui change en réalité complètement notre business model par rapport aux autres. Et je voudrais insister sur ce point parce qu'on a parlé de la réutilisation et les gens qui connaissent un petit peu le secteur pourrait à juste titre se demander la pertinence d'implémenter la réutilisation sur un petit lanceur. Ce que l'on sait, c'est que la réutilisation a un impact en termes de performance, quel que soit le type de lanceur sur lequel on travaille. Mais cet impact, il est d'autant plus fort que le lanceur a une capacité réduite. Dans le cas de MaiaSpace, la performance de notre lanceur, lorsqu'on récupère le premier étage, est divisée par 3 par rapport à l'utilisation du lanceur en mode consommable, c'est-à-dire sans récupération du premier étage. On divise la performance par 3, mais le coût qu'on économise en récupérant le lanceur, c'est pas, on ne divise pas le coût par 3 en réalité de notre lanceur. Donc, paradoxalement, implémenter la réutilisation sur un petit lanceur, ça a plutôt pour conséquence d'augmenter les coûts au kilogramme lancé. Sauf que il y a une grosse différence, c'est qu'en réalité, en développant un lanceur réutilisable, on dispose de 2 lanceurs pour le prix d'un. Ou dit autrement, on dispose d'un lanceur avec 2 points de fonctionnement optimisés. Le point de fonctionnement du lanceur lorsqu'on récupère le premier étage et le point de fonctionnement du lanceur lorsqu'on consomme le premier étage. Et ça change tout parce qu'en réalité, avec ce double lanceur, on peut attaquer un segment de marché qui est plus large que si on disposait d'un unique lanceur consommable pour optimiser pour un seul point de fonctionnement. Ça change tout parce que toute chose égale par ailleurs, on va pouvoir adresser un marché plus large, avoir une cadence plus élevée et donc abaisser nos coûts plus rapidement parce qu'on va parcourir la courbe d'expérience plus vite et aussi amortir
notre investissement sur un nombre plus élevé de lanceurs. Et au final, avoir un business plan beaucoup plus attractif pour les investisseurs. Mais alors, est-ce que ça ne vous rend pas moins agile que vos concurrents d'être filiale et non start-up? Parce qu'on pourrait se dire, qu'est-ce qui légitimise presque l'existence de MaiaSpace? Ariane Group a les ressources, a le savoir-faire, a la chaîne de production. Pourquoi vous êtes là? On est là justement et on est créé sous forme de filiale pour pouvoir disposer d'une agilité qui est objectivement plus facile lorsqu'on est une petite structure dédiée à un unique projet que lorsque l'on est un grand groupe. Mais comment garantir cela en restant une filiale 100% Ariane Group? Alors on est aujourd'hui une filiale à 100% d'Ariane Group, mais notre objectif et l'objectif de notre maison mère, c'est d'ouvrir notre capital à des investisseurs tiers. Et l'ouverture de notre capital à des investisseurs tiers, c'est d'ailleurs la meilleure garantie du maintien de l'autonomie dont nous disposons aujourd'hui. Donc je ne vais pas mentir, le fait d'être une filiale de grands groupes, ça a aussi potentiellement des inconvénients. Par exemple. Mais je suis convaincu, je vais répondre à votre question, je suis convaincu que les atouts que cela nous confère sont bien supérieurs à ces inconvénients. Les atouts que cela nous confère, c'est typiquement l'accès à une expertise dont on ne disposerait pas ou dont on ne pourrait pas disposer aussi facilement si nous étions une entreprise totalement indépendante. Alors, les inconvénients qu'il y a à être une filiale de grand groupe, c'est le fait de devoir s'inscrire dans un certain nombre de processus et donc d'accepter un certain nombre de contraintes. Tant que nous sommes une filiale à 100% et tant que nous serons une filiale détenue majoritairement par Ariane Group, nous serons consolidés, nos résultats financiers seront consolidés dans ceux d'Ariane Group et ça signifie un certain nombre de contraintes sur le plan financier que nous n'aurions pas forcément si nous étions une start-up. Mais encore une fois, ces inconvénients me paraissent très faibles par rapport aux gros avantages sur le plan technologique que cela nous donne. Ce qui veut dire que comme cet écosystème, vous allez devoir aller chercher des investisseurs et ça, c'est pas chose facile aujourd'hui sur le territoire européen, français et européen, puisque a priori, on n'est plus à la recherche d'investisseurs seulement français. Comment vous allez essayer de les séduire? Est-ce que vous avez conscience aussi de cette situation? Les investisseurs sont encore frileux en fait à venir investir dans le spatial. Oui, ils ont raison parce qu'il y a un grand nombre de projets pour lesquels malheureusement les promesses auront beaucoup de difficultés à être tenues. Beaucoup de compétiteurs mais peu d'élus à la fin. C'est ce qu'on dit sur le sujet des lanceurs. Effectivement. Et notre conviction chez MaiaSpace, c'est qu'on sera un de ces élus parce qu'on a un certain nombre d'éléments différenciateurs qui, j'en suis sûr, vont convaincre les investisseurs de parier sur nous. Est-ce que vous avez un rôle à jouer? Est-ce qu'Ariane Group a un rôle à jouer dans l'émergence de ces nouveaux investisseurs dans le secteur spatial? Alors un rôle à jouer, le meilleur rôle que nous pouvons jouer, c'est de présenter des business plans et des business models qui permettent aux investisseurs d'obtenir le retour sur investissement qu'ils recherchent. Et avec les spécificités de notre projet, le fait que malgré les apparences, la réutilisation est en réalité ce qui va permettre à notre business plan d'être bien meilleur que celui de la plupart de nos concurrents ou de manière générale que celui d'un lanceur juste consommable, c'est la meilleure garantie pour faire rentrer les bons investisseurs. Alors, quels vont être les next steps pour MaiaSpace concrètement, technologiquement, économiquement, commercialement? À quel moment est-ce que vous avez déjà commencé à cibler vos clients, tout simplement? Est-ce que c'est vous qui opérez ça? Est-ce que c'est Ariane Espace qui commercialise Ariane 6 qui va commercialiser MaiaSpace? Donc l'objectif, c'est que MaiaSpace commercialise lui-même ses services de lancement. D'accord. C'est-à-dire que non seulement nous sommes chargés du développement de notre lanceur, nous allons l'opérer, mais nous allons aussi le commercialiser. Et ça me paraît la meilleure option, si je puis dire, parce que notre objectif, ce n'est pas juste de développer des technologies, pas juste de développer un lanceur, même si ça fait partie de notre rôle, de doter l'Europe des technologies qui sont clés pour garantir son indépendance en matière d'accès à l'espace. Mais on veut aussi construire une société rentable. Et pour construire une société rentable, on doit être à l'écoute de nos clients
et donc commercialiser nous-mêmes nos services. Mais dans cette idée de proposer une gamme de services, est-ce que c'est pas opposé? Est-ce que vous perdez pas quand même à utiliser le savoir-faire d'Arianespace en termes de commercialisation? Alors, ce savoir-faire, évidemment, Arianespace en dispose mieux que quiconque. J'ai passé les 10 dernières années de ma carrière chez Eutelsat en tant qu'acheteur de services de lancement. Donc, je sais bien comment un client réfléchit et comment un client négocie ses services de lancement. Des discussions seront toujours possibles avec Arianespace dans des modalités qui restent à discuter, dans le respect des conditions de confidentialité, évidemment. Mais voilà, l'équipe que nous constituons est pour l'essentiel une équipe technique, mais nous nous dotons aussi d'une équipe commerciale et de personnes qui nous ont rejointes, qui disposent également d'une très grande expérience. Et donc, je suis très confiant dans notre capacité à trouver les bons arguments et à convaincre les clients de parier sur nous. Et d'ailleurs, voilà, on n'attend pas d'avoir réalisé notre premier lancement ou d'être sur le point de réaliser notre premier lancement pour discuter avec les clients. Les cycles de vente sont longs dans notre industrie. Et ce que je peux dire, c'est que les premiers retours que nous obtenons de nos prospects, ce ne sont pas des clients aujourd'hui, mais nos prospects, sont plutôt de bon augure et de nature à plutôt prouver la pertinence de notre modèle et de notre approche. Quand doit-on voir décoller Maya ? Le premier vol orbital est prévu pour 2025. Et avant cela, évidemment, notre programme de développement inclut un certain nombre de milestones que nous allons franchir, en particulier la réalisation de nombreux prototypes, commencer dès cette année. Le premier prototype de notre second étage, de notre lanceur, qui marquera sur le plan technique l'année, en même temps que la fin des premiers essais à feu de notre moteur, le moteur Prometheus, en cours de développement par ArianeGroup. Et d'où décollera Maya ? Maya décollera selon toute vraisemblance de la Guyane. Nous avons été présélectionnés, comme vous le savez peut-être, en même temps que 6 autres acteurs, comme candidats à l'utilisation du pas de tir diamant. Et les discussions avancent bien avec le CNES pour définir et réunir les conditions qui nous permettront de réaliser ce premier vol orbital en 2025. Merci beaucoup, Yoann Leroy, d'avoir pris le temps de venir ici sur le plateau de Smart Space pour nous présenter les enjeux de votre société Maya Space, dont vous êtes le président exécutif, je le rappelle. Vous reviendrez sur ce plateau au fur et à mesure de ces milestones que vous passerez pour que nous puissions suivre le développement de cette technologie. Merci à tous de nous avoir suivis sur le plateau de Smart Space. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.